All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Sorry, court officer, could you call the case, please? Good morning, Madam President. Situation in the Republic of Mali. In the case of the prosecutor versus Al-Hassan Al-Abdul Mohammed Mahmoud, case reference ICC 01-12-0118, and for the record, we are in open session. Thank you very much, and welcome to everyone, including those present in the public gallery today with us and those who are following the proceedings remotely, with particular thought to the victims and the affected communities. I would like to have the appearances, please. I'm starting with the legal representatives of victims. Bonjour, honorable Madame la Présidente, honorable Madame la juge et Messieurs les juges. L'équipe des représentants légaux des victimes est composée ce matin, ou je dirais plutôt les victimes sont en tout cas représentées dans cette audience par Maître Seydou Doumbia, qui suit l'audience depuis Bamako, par Maître Mayombo Kassongo, qui suit l'audience depuis la RDC, je ne cite pas les lieux, et j'ai à ma gauche Maître Gilly Goffin et Maître Anouk Kermiche, et sur le banc d'arrière, nous avons Madame Priske Kapinga Bieke et Madame Délice Lunga. Par contre, sur le terrain à Bamako, nous avons des assistants, Maître Boubacar Maïga et Madame Janine Kapinga Ilunga, qui vont suivre depuis Bamako également. Je vous remercie. Merci beaucoup. And the Office of Public Counsel for Victims, please. Good morning, Madam President. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone present in the courtroom. The Office of Public Counsel for Victims is represented by Adeline Bedoucha and myself, Dmitry Supron. Thank you. Thank you very much. Now, counsel for the defense of Mr. Al-Hassan. Good morning, Madam President. Good morning, Your Honours, and good morning to everyone in and around the courtroom. The defence of Mr. Al-Hassan is represented today by Dr. Felicity Gary, who's participating remotely, Ms. Aka Pradhan, Maître Melissa Boyou-Lucier, Mr. Mohammed Al-Ansari, Mr. Ibrahim Ag Mohammed, Mr. Shan Patel, Mr. Omar Kassar, Ms. Miriam Wabe, Mr. Ahmed Al-Amar, and Mr. Al-Hassan is present today, and myself, Melinda Taylor. Thank you. Thank you very much, Ms. Taylor. The prosecution, please, Mr. Duterte. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Juge, bonjour Monsieur le Juge. L'accusation est représentée aujourd'hui par Madame Diane Looping, Monsieur Moussa Lafi, Madame Sandra Schotters et Paola Sacchi et moi-même, Gilles Duterte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Duterte. I turn now to the Trust Fund for Victims, please. Good morning, Your Honours. The Trust Fund for Victims is today represented by Nicole Stark-Richter, Associate Legal Officer, Veena Suresh, Associate Legal Officer, Emma Bess and Diana Revilak, legal interns,
and by myself, Franziska Eckermann's legal advisor. The executive director, Deborah Ruiz-Verduzco, will present the oral submissions of the Trust Fund for Victims in session 2. Thank you very much. And representation from the registry. Good morning, Your Honors. I will be here today alone to represent the registry. I'm Soraya Brixi from BPRS. Thank you very much. Thanks, everyone, for those appearances. Mr. Al-Hassan, I just wanted to advise you if at any point in time during the proceedings you have any issues or concerns, please just let me know by or signal to the security officers if there's any problems. Today marks an important stage in these reparation proceedings. The Chamber will hear the final submissions of the parties and participants on specific aspects of reparations relevant in the particular circumstances of this case. This hearing provides an opportunity for the parties and participants to engage directly, orally, with the Chamber on the issues of importance from their perspective. As the Chamber has already received extensive submissions in writing, extensive observations from all the participants and parties, as well as from amicus curiae, the aim here today is for the participants, the parties, to highlight particular issues they wish to emphasize, to give detail or additional information where necessary, to clarify arguments, and to respond to arguments which may have been raised in the course of the written submissions. In particular, the Chamber considers this to be an essential moment for the voices of the victims to be heard through their legal representatives who are present here today. All of this will assist the Chamber in its determination on the reparations order. And in this context, I encourage the parties and participants to focus on the most essential points and matters you wish to bring to the attention of the Chamber, and to avoid any repetition of the submissions which will be given careful consideration by the Chamber as well. We will now begin the submissions of the various parties and participants, starting with the legal representatives of victims. You have, as you are aware, 75 minutes in total. We will adhere strictly to the time frame, albeit it can be divided amongst the legal representatives of victims as you see fit. There will be a separate time frame for the Office of Public Counsel, so this is exclusive to the legal representatives of victims. So you have the floor. Je vous remercie, Madame le juge-président. La présentation des représentants légaux vont se faire en 3 temps. J'ouvre l'intervention et ensuite mes confrères Maître Doumbia et Maître Kassongo vont me compléter depuis le terrain en espérant que la technologie ne nous jouera pas de mauvais tours. Je vous remercie, Madame le juge-président, Madame et Monsieur le juge, pour cette opportunité qui est donnée aux victimes pour faire valoir leurs préoccupations par rapport à cette audience en phase de réparation. Je souhaiterais d'abord insister sur notre qualité de défenseurs des intérêts des victimes que nous représentons,
ce qui nous distingue des autres intervenants dans cette salle et explique les positions que nous adopterons, en particulier quant au choix des modalités de réparation. Quant au choix des modalités de réparation, nous tenons à insister encore une fois sur le fait que nous portons la voix des victimes, qui n'est toutefois pas homogène. Les victimes sont dispersées un peu partout et les approches ne sont toujours pas homogènes entre elles. L'analyse que nous dégageons nous permet de formuler des propositions concrètes, réalistes et qui, nous l'espérons, répondent à leurs souhaits. Les écrits déposés dans le cadre de la procédure de réparation, mais aussi antérieurement, dans nos plaidoiries passées, mettent en lumière et répètent la nature des préjudices subis, leur ampleur et leurs conséquences. Je ne vais donc pas répéter tout ceci en détail, mais nous mettons l'accent sur le facteur que nous estimons centraux dans l'adoption de l'ordonnance à venir lorsqu'elle répondra aux deux questions suivantes. Qui sera éligible aux réparations? Et quelles réparations seront octroyées? De façon sous-jacente, surgit la question du nombre de victimes des crimes faisant l'objet de la condamnation. Nous sommes conscients des impératifs posés par la Chambre d'appel quant à la définition du nombre de victimes, mais nous notons aussi les préoccupations ou les précautions prises à cet égard par la Chambre de première instance 9 dans le dossier Ongwen. Une telle exigence ne peut être imposée au détriment des victimes et de façon irréaliste. L'expérience a démontré l'impossibilité de procéder à une détermination précise du nombre de victimes des crimes visés par la condamnation. Cette détermination reste d'ailleurs autonome du processus de mise en œuvre, qui seul permettra d'arriver à l'identification de la portion des victimes qui sera celle bénéficiaire des réparations. À ce sujet, deux réalités s'opposent à nous. La première est que toute la population de Tombouctou a été victime de persécutions. Il est inutile de rappeler les passages du jugement de la décision sur la peine et de la décision sur le réexamen de la peine qui l'établissent. Cela signifie en moyenne 50 000 personnes sur base de différentes évaluations de parties et participants. La seconde réalité à prendre en compte est qu'il est primordial que les réparations demandées soient réalistes afin qu'elles puissent être mises en œuvre. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte du nombre de victimes qui ne sera jamais amené à participer au processus de réparation, soit parce qu'elles n'auront pas manifesté la volonté, soit parce qu'elles ne pourront pas être atteintes. Nous estimons ainsi qu'il est raisonnable de se référer aux évaluations du greffe, d'où il ressort que les réparations ne viseraient que 15 000 personnes, toutes catégories confondues. Cette estimation correspond aux constatations que nous avons pu faire au cours du trop peu nombre de missions qui nous a été autorisées. C'est pourquoi nous tentons autant que possible d'adopter une approche réaliste, fondée sur des données concrètes
qui tiendra compte des contraintes budgétaires auxquelles la Cour est confrontée, tout en répondant aux besoins réels de la population. À la première des deux questions invoquées plus haut, j'en viens à celle de l'éligibilité. Pour ce qui est de la question de savoir qui devrait être reconnu bénéficiaire des réparations à ordonner, nous sommes bien entendu tenus par les termes et les limites de la condamnation. Les spécificités du dossier nous amènent toutefois à considérer un double enjeu, à savoir 1. La portée du crime de persécution, quantitativement et qualitativement. 2. Le fait s'agissant des autres crimes repris au jugement, celui-ci ne connaîtrait sur toute la population de Tombouctou durant la période infractionnaire que 49 victimes du fait de torture, autres actes inhumains, traitement cruel, atteinte à la dignité, condamnation sans jugement, mutilation. À noter d'ailleurs que près de 90% de ces 49 sont des hommes. S'agissant tout d'abord du crime de persécution, les réparations devront viser l'ensemble de la population de Tombouctou et plus précisément toutes les personnes présentes à Tombouctou au moment de l'occupation, y compris celles ayant quitté la ville en raison de celle-ci. Les crimes de persécution revêtent une importance particulière dans le dossier. La nature de la persécution, tout d'abord, est notable et son aspect multiforme est impressionnant. La difficulté dans ce dossier n'est pas d'établir la liste des droits fondamentaux dont la population de Tombouctou a été privée, mais plutôt de trouver les droits dont elle n'aurait pas été privée. Nous n'en avons pas identifié. Même des droits dont la privation peut sembler presque insignifiante, comme le droit pour les jeunes enfants à jouer au football ou à écouter la musique, était interdit. Par ailleurs, le fait que les actes sous-jacents du crime de persécution ne doivent pas être consécutifs du crime au regard du droit international ne doit en aucun cas influencer l'appréciation de la gravité du crime lui-même. Cette gravité tient précisément au spectre des violations et à l'impact durable par rapport aux restrictions imposées dans absolument tous les aspects du quotidien et qui avaient pour conséquence une véritable interdiction de vivre. L'aspect collectif de la persécution, sur lequel nous sommes déjà exprimés, prend une signification particulière dans le cas de Tombouctou. Le vivre ensemble est un des enjeux majeurs pour le futur de la ville. Par conséquent, il est fondamental que l'ordonnance à venir réponde à la nécessité d'une reconnaissance de l'existence d'une persécution à la fois collective et ayant ciblé individuellement chacun des habitants. Elle doit donc octroyer des modalités de réparation appropriées pour rencontrer les préjudices subis en ces différents aspects et composantes. Par ailleurs, l'occupation telle qu'elle s'est déroulée à Tombouctou en 2012-2013 a nécessairement conduit à l'émergence du phénomène de la transmission transgénérationnelle d'un préjudice. Nous n'allons pas revenir sur les principes relatifs à la reconnaissance et à la détermination de ces préjudices tels qu'ils ont été dégagés par la Cour depuis le dossier Katanga. À l'occurrence, nous avons pu constater sur le terrain toutes les conditions favorables au développement de ces préjudices, notamment à travers nos entretiens émouvants avec les parents manifestement affectés d'un syndrome post-traumatique
qui ont fait part des situations dans l'éducation des enfants visiblement révélatrices d'une transmission du préjudice entre générations. J'en viens maintenant à la question des autres crimes pour lesquels M. Alassane a été condamné. Nous notons que la décision sur la peine a interprété le jugement comme ayant limité les victimes de ces crimes à un nombre restreint d'individus. Nous souhaiterons insister sur l'incompréhension et le sentiment d'injustice qu'une telle interprétation crée chez les victimes. Les débats ont fait apparaître un nombre gigantesque de victimes de faits notamment de torture, d'atteinte à la dignité de la personne et autres actes inhumains. Nous renvoyons à nos observations quant aux résultats de nos entretiens avec un certain nombre de victimes et aux conclusions à en tirer en termes d'éligibilité. L'octroi de réparations spécifiques pour les crimes précités commis à l'encontre de ces personnes identifiées sur le fondement de documents et procès-verbaux dont la clarité et la valeur probative est d'ailleurs discutable, est source de préoccupation. Certaines victimes de ces crimes qui ont confirmé des incidents repris au jugement ne reconnaissent toutefois pas les documents fondant le raisonnement de la Chambre et émettent des doutes sur leur exactitude. Par ailleurs, la plupart des actes de torture ou autres atteintes à l'intégrité physique et morale étaient perpétrés dans des conditions traumatisantes pour toute la population. Les occupants cherchaient avant tout à créer la terreur par des flagellations publiques avec un objectif de maintien de l'ordre. À ce sujet, nous notons que dans la présente affaire, cette question a été abordée dans la phase préliminaire. Le juge unique de la Chambre préliminaire 1 a conclu que les personnes ayant été témoins de crimes perpétués à l'encontre d'autres membres de la population peuvent être considérées comme des victimes ayant souffert d'un préjudice psychologique. Plus important encore, l'ordonnance de réparation Taganda a tranché la question en son article 128 en ces termes. La Chambre rappelle que dans le jugement relatif à la peine, elle a conclu que dans certains cas, les crimes peuvent avoir des conséquences irréversibles, non seulement pour les victimes directes, mais aussi pour les personnes qui ont été témoins de la commission des dits crimes. Ces victimes indirectes peuvent aussi prétendre à réparation, à condition de démontrer conformément à la norme d'administration de la preuve applicable le préjudice personnel qu'elles ont subi. Nous considérons que ces conclusions doivent être appliquées ici pour toute personne ayant assisté à la commission des crimes à l'encontre des personnes identifiées. Ainsi, parmi ces dernières, il y a notamment une victime de mutilation perpétrée sur la place Sankoré. Au moins 2 autres personnes témoins du procureur ont été victimes de flagellation sur cette même place en présence même d'enfants. Nous sommes également entretenus avec 2 autres personnes de ces groupes ayant fait l'objet de flagellation en public et témoignent d'une présence importante de la population au moment de l'administration de la sentence. Par conséquent, toutes les personnes ayant assisté aux sanctions infligées doivent être reconnues comme victimes éligibles aux réparations. Les traumatismes et les séquelles psychologiques sont d'autant plus évidents pour toutes ces personnes dans la mesure où les témoins de ces actes comprenaient qu'ils pouvaient être les prochains soumis au même traitement.
Je renvoie également au paragraphe 45 de la décision sur la peine. En conclusion, sur l'éligibilité, celle-ci doit tout d'abord viser l'ensemble de la population sur les crimes de persécution, sans oublier les précisions formulées quant au fait que vraisemblablement les réparations n'atteindront qu'une portion de la population. S'agissant des autres crimes, nous estimons que l'ordonnance ne pourra répondre aux exigences de réparation appropriées et significatives que si elle inclut toutes les victimes indirectes des crimes comme nous venons de les définir. J'en viens maintenant à la question des modalités de réparation. Nous notons les discussions sématiques autour des différentes catégories de réparation et des termes collectifs, individuels, collectifs à composante individuelle, communautaire, symbolique et j'en passe. Mais pour une victime, ce qui importe, c'est de savoir en quoi consistent concrètement les réparations promises et comment elles l'aideront à avancer dans la vie, peu importe la qualification. Nous avons repris dans nos écrits les différentes modalités de réparation correspondant aux souhaits des victimes. Nous avons considéré que celles-ci pourraient raisonnablement faire partie d'un programme de réparation auquel ces modalités seraient intégrées sous une forme ou une autre. Assez naturellement, lorsqu'une population se retrouve littéralement assommée et immobilisée par un régime de terreur, la relance économique et sociale est d'autant plus importante qu'elle contribue à restaurer le mécanisme de confiance et de collaboration indispensable dans toute communauté. Naturellement, dans un tel contexte, le voie d'action se dessine dans les activités sociales et l'éducation, la restauration des tissus économiques par toutes les formes de soutien à l'activité génératrice de revenus. Entendu sur leurs souhaits, les victimes rencontrées se sont orientées essentiellement vers des soutiens aux AGR dans le domaine de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'artisanat. Les formes dans lesquelles ces activités sont envisagées contiennent une forte composante collective et renvoient certains à des systèmes de mentoring intégrant ainsi la composante sociale et de formation. Toutes les pistes indiquées par les victimes concernent des projets collectifs en recherche de soutien pour être relancés de façon solide. L'exemple de la culture du jardin de la paix présente un intérêt particulier au vu du potentiel qu'il offre. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails des constatations faites sur place, mais le nombre de bénéficiaires, directs et indirects, suffit à justifier la pertinence d'un tel soutien dans les réparations à octroyer. La relance du jardin par les activités de culture concerne directement plusieurs centaines de personnes et indirectement des milliers de personnes. Notre visite sur place a permis d'évaluer les compétences et les infrastructures existantes et les mesures simples à prendre pour valoriser et rentabiliser les systèmes existants. En outre, combiné avec la relance des activités autour du monument de la paix, c'est indirectement une partie non négligeable de la population qui est visée. Il en est de même des activités de production agroalimentaire et de différentes activités d'artisanat, dans lesquelles il existe un savoir-faire particulier à Tombouctou
et dont nous avons exposé les particularités dans nos conclusions. Nous pensons que par un soutien ciblé sur plusieurs domaines complémentaires d'activité, il sera réaliste d'atteindre des répercussions au niveau de l'ensemble de la population. Enfin, les réparations pour les persécutions devraient prévoir une modalité spécifique pour les personnes morales attachées aux lieux de culte non musulmans qui ont été visés par des pillages et des destructions. Il s'agit ici aussi de travailler sur la reconstruction du tissu social et de la cohabitation. De la cohabitation entre communautés. Nous nous proposons de développer ces points à l'occasion des questions de la Chambre. Un dernier souhait que nous transmettons de la part des victimes que nous représentons, elles demandent des réparations propres à leur dossier et non pas, je cite, un Almadi bis. J'en viens maintenant à la question d'une réparation symbolique sous forme d'un paiement. Nous prenons note des observations de notre confrère de l'OPCV qui fixe un montant qui viserait exclusivement les victimes directes des crimes autres que la persécution. De notre côté, nous souhaitons défendre l'octroi d'une ordonnance qui octroie un montant symbolique à l'ensemble des victimes éligibles. Nous soumettons dans cette optique quelques pistes de réflexion pour la Chambre. De nos entretiens avec les victimes, celles-ci nous disent, autant pour celles qui sont restées à Tombouctou que pour les déplacés, qu'elles estiment pouvoir lancer une AGR dans de bonnes conditions avec un montant variant entre 250 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. Nous proposons dès lors que la Chambre ne descende pas en dessous de ces seuils, soit environ 400 €. Si elle devait contribuer, cette réparation symbolique dont nous sommes convaincus de la pertinence, ce montant symbolique doit être attribué à la seule démonstration de la victime de son appartenance à la communauté visée par les crimes. J'en viens à mon avant-dernier point, qui est celui de la priorisation dans la mise en œuvre. Les critères de vulnérabilité devront bien entendu être pris en compte, à savoir l'âge, le genre, l'état de santé physique et mentale. Cette question devra faire l'objet d'une évaluation appropriée, tenant compte de la situation des victimes à ce jour et de leur degré de vulnérabilité au moment de la mise en œuvre. Nous souhaitons également orienter la réflexion de la Chambre vers un autre critère de priorisation qui serait l'identification des moyens d'accélérer une mise en œuvre efficace. Nous voulons insister sur le dynamisme dont font preuve les femmes dans l'économie tombouctienne et dans la façon dont elles subviennent aux besoins de la famille. En dernier lieu, nous soumettons aussi la pertinence qu'il y aurait à viser en priorité au sein des victimes de persécution celles qui ont subi des actes sous-jacents particulièrement graves et préjudiciables. De facto, cela pourra recouvrir les victimes identifiées sur base des critères de vulnérabilité. En conclusion, Madame le juge président, Mesdames les juges,
Monsieur le juge, vous l'aurez compris, les victimes attendent beaucoup de cette ordonnance, qui sera rendue à la suite d'un jugement particulièrement décevant pour elles. Elles fondent ainsi leur espoir de pouvoir obtenir des réparations qui répondent aux préoccupations et aux souhaits que nous partageons, sans que des questions périphériques telles que le mode de commission des crimes ne viennent le mettre en mal. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon confrère, Maître Mayombo Kasongo, s'il peut. C'est Maître Doumbia, Sédou Doumbia. En premier, et puis Maître Kasongo viendra clôturer. Merci. Monsieur Doumbia. Monsieur Doumbia, you have the floor. Mr. Doumbia, you appear to be muted. Please unmute. Oui. Madame la juge présidente, j'avais constaté tout à l'heure que Maître Kasongo était disposé à intervenir. Donc, je pense que Maître Kasongo peut prendre la parole et Maître Doumbia, entre-temps, va se débrouiller pour se connecter et prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur Kasanga, s'il vous plaît. I'm sorry, but there's no sound. Oui. Est-ce que nous sommes bien ensemble? Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Vous pouvez commencer. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Je vous présente les vues et les préoccupations des victimes rencontrées à ce stade de la procédure, en complément des informations données par mon excellent confrère Maître Sita, que je remercie beaucoup d'avoir brossé le tableau de nos préoccupations à ce stade de la procédure. C'est avec un souci particulier d'obtenir une justice réparatrice que je ne mettrai pas énormément du temps pour recommencer ce qui est dit et ce qui vient d'être dit, mais pour tout simplement rajouter quelques précisions. Je citerai un auteur qui nous intéresse pour que vous puissiez comprendre
l'essentiel de mon propos. C'est Jean-Patrick Sylvestre Moussenga Kalambay, qui est congolais, qui a écrit un ouvrage important sur la définition des victimes de guerre. Et il aborde une question proche de la nôtre. Par définition, il dit c'est suite à une peur, suite à l'angoisse, au déplacement et à la perte des biens que la personne déplacée tombe dans le trauma, souffre. Les déplacés, comme ils se disent, ce sont des déplacés internes, des gens qui se déplacent d'un coin à l'autre par peur des représailles ou des persécutions. Et là, je rajoute un élément important, que la catégorie des victimes que j'ai rencontrées, environ 1000 personnes, sillonne dans la zone qu'on appelle des 3 frontières. Et cette zone des 3 frontières englobe le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Plus précisément, tout. Et votre chambre a voulu savoir, par un questionnement, la manière selon laquelle votre chambre pourra atténuer les risques en cas d'ordonnance de réparation pour la sécurité des informations aux bénéficiaires. Et c'est cette question qui m'a préoccupé pour rajouter aux explications étayées par mon confrère tout à l'heure. Autrement dit, comment proposer à la Chambre un système d'atténuation des risques relatifs aux informations dans le cadre des réparations? Je signale à la Chambre, qui est la vôtre, qu'il y a un risque pour la sécurité des victimes. Plus précisément, les victimes de cette zone des 3 frontières, parce elles sont appelées à circuler entre Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Niger, Bamako, Tombouctou. Et ils sillonnent assez fréquemment. Et leur sécurité n'est pas garantie. Sécurité beaucoup plus pour les informations qui pourront être divulguées dans l'ordonnance de réparation, parce que tout simplement, la publicité des débats l'impose, parce que tout simplement, l'ordonnance peut être classée publique. Alors, notre préoccupation est de signaler qu'il y a bien les risques. J'ai opté pour une démarche auprès de ces victimes dans cette zone des 3 frontières et j'aimerais vous faire part de l'élément de réponse de sources victimaires et l'expertise qui est la nôtre en tant que représentants légaux des victimes. Dans un premier temps, les victimes pensent que vivre en communauté ne crée pas un élément de confiance entre les bénéficiaires identifiés. Entre les bénéficiaires identifiés et les exclus de la procédure. Parce que la procédure pourra bien exclure certains. De telle sorte que ces derniers peuvent mal réagir à la situation. Pour les représentants légaux que nous sommes, il faudrait que la Chambre invite le Fonds de réparation des victimes, dans son plan de réparation, de présenter des précautions qui entoureront les compensations à accorder. La Chambre peut rappeler, dans son ordonnance, quelques principes à observer lors des réparations, tels que le principe du traitement individuel des réponses aux demandes ou aux demandeurs candidats à des réparations. Comme corollaire ce principe, la notification directe et d'éviter les intermédiaires, de réduire au moins le nombre d'intermédiaires qui souvent vivent avec les victimes, sont informés de toutes les situations des demandeurs ou des candidats à des réparations. La Chambre peut exiger
que soit expurgée toute information qui va à l'encontre du principe de la confidentialité lors de la communication des décisions individuelles ou des notifications individuelles. Ainsi, la Chambre peut, dans un paragraphe, poser un principe selon lequel les parties et participants sont invités à faire observer le principe de confidentialité, notamment en réduisant le nombre de ces personnes, c'est-à-dire les ayant par exemple par la réduction d'actes d'intermédiation. La réduction d'actes d'intermédiation entre les organes de la procédure et la victime. Bien orienter la victime identifiée et bénéficiaire de rester en contact permanent avec le bureau du Fonds de réparation des victimes. C'est pour tout simplement la bonne réception des compensations d'une manière sécurisée. La Chambre peut aussi veiller à la communication directe avec le demandeur sans représentation, ce qui va réduire aussi le formalisme. Exemple, le formalisme spécial qui peut concerner la curatelle lorsque les parents ne peuvent plus agir facilement, se fait ou se laisse conduire par un des enfants ou un membre de la famille ou un proche de la famille qui n'est pas concerné par la procédure de réparation. Exceptionnellement, on peut admettre à ce que la victime ait ou n'ait qu'un seul membre de la famille qui veille sur elle. Et comme nous l'avons vu dans le passé, si ce n'est pas un candidat de réparation, les informations qu'il aura laissées feront croire qu'il y a deux personnes qui ont demandé sur un seul dossier. Donc, cette précaution au formalisme allégé et prudent peut permettre à ce que la sécurité de réparation soit assurée. Sur la question des expurgations des informations, les représentants légaux estiment que on ne peut pas expurger les informations déjà rendues publiques dans une ordonnance publique. Mais néanmoins, les représentants légaux proposent de faire une distinction entre des informations à caractère nominatif et individuel qui ont pour effet de produire ou garantir un droit à la réparation, un droit individuel à toucher la réparation. Ici, on a l'obligation de le protéger. Faire cette distinction avec d'autres informations à caractère général, c'est-à-dire ce sont les informations générales et collectives qui concernent les victimes dans leur ensemble. Ou, par exemple, la victime fait partie d'une grande famille et est choisie, est élue, est éligible ou a été consacrée comme bénéficiaire et ne veut pas que sa participation à la procédure de réparation soit soumise au droit ou soit connue. Dans ce cas, la Chambre peut procéder à ce que cette notification ou cette garantie soit assurée pour cette victime. Un autre exemple qu'on a vu dans le passé, qui fait qu'un policier qui a soumis sa demande acceptée
se réserve la publication ou la divulgation de ces informations. Et du coup, à cause de son appartenance ethnique, restant bénéficiaire à des réparations individuelles, si ce droit n'est pas garanti, il y a un risque potentiel pour sa sécurité et son ou sa profession. Les raisons de confidentialité, des précautions qui vont au-delà de simples orientations pour les victimes transfrontalières. Parce que celles-là sont appelées à circuler pour leur travail dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire entre Bamako, vers le Niger, ou au Burkina Faso, vers le Mali. Ces victimes forment un groupe de familles qui veulent faire des visites familiales aussi, qui veulent perpétrer le culte des anciens. Je rejoins mon confrère qui a bien parlé tout à l'heure de ce retour à la vie. Mais le retour à la vie, c'est la vie aussi familiale de la grande famille dans ses traditions et ses diversités de conceptions religieuses ethniques et des cultes des anciens. Donc ce sont aussi les parents des enfants victimes directes ou indirectes qui ont droit de circuler pour le besoin de ce culte. C'est pourquoi les représentants légaux soumettent respectueusement à votre Chambre ces pistes de réflexion pour l'ordonnance à venir en termes de paragraphes ou de critères que la Chambre choisira selon son appréciation. Une fois les critères pris en compte, la question qui reste est de savoir si ces victimes acceptent une forme de pardon. Une forme de pardon qui pourra émaner de M. Alassane lui-même. Alors, j'ai voulu le savoir avec l'échantillon des 1000 victimes, groupées en 3 groupes. Si vous voulez, diviser en 3 groupes. Le groupe des femmes adultes, le groupe des hommes adultes et le groupe des... Pour cela, M. Alassane lui-même, et selon leur expression, doit prendre un engagement écrit ou oral de jouer un rôle à son niveau, de prêcher la non-réitération, c'est-à-dire la non-répétition de ce qui a été fait lors de l'occupation de Tombouctou. Je voulais insister pour savoir si juste une expression en termes de pardon peut suffire. La phrase qui m'a été répétée plusieurs fois est celle de dire surtout pas ça. Autrement dit, nous sommes les représentants légaux des victimes, nous portons la voix des victimes, et ce que je viens de rapporter à votre Chambre est l'expression de cette majorité des gens victimes, comme ils l'estiment, qui ne veulent pas entendre un pardon léger, mais qui veulent au moins que M. Hassan lui-même, par son action, sa manière de faire, prenne le soin de le faire par engagement, soit oral ou par écrit. Cette proposition, en ce sens, sera un apaisement des tensions, selon toutes ces victimes, tensions entre M. Alassane, qui va retourner un jour et un autre après, après la fin de sa peine, dans sa communauté, parmi ces gens. Donc,
cette proposition va apaiser les tensions entre Alassane et ses victimes, ce qui sera le mieux apprécié. Enfin, je ne me fais pas encore beaucoup trop de temps pour ne pas laisser peu de temps à mon confrère Maître Doumbia qui va sûrement me compléter. Je pense que le confrère Sita avait déjà abordé toutes les questions concernant les formes de réparation. Toutefois, je rajoute un élément, peut-être, qui ne sera pas très long. C'est juste que la division ou la subdivision ou le regroupement en termes d'âge, de vulnérabilité et de lieux géographiques peuvent permettre à ce que ces victimes soient traitées, identifiées par catégorie. Ce critère géographique n'est pas loin du champ géographique qu'on a toujours, avec lequel on a toujours travaillé pour rentrer dans la masse de l'ensemble de ces victimes. Je remercie votre chambre, monsieur le juge, madame la juge, madame la présidente. Toutes les victimes rencontrées vous remercie de ce temps et j'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Kasanga. Monsieur Sita, quelle est la situation avec Monsieur Doumbia? Je pense que Maître Doumbia peut intervenir, mais s'il y a toujours des problèmes, nous avons sa note de plaidoirie. Dans ces cas-là, nous allons voir si un de nous ici dans la salle pourrait présenter la note. Mais sinon, il est sur le compte. Merci. Monsieur Doumbia? Allô? Bonjour, Monsieur Doumbia. Nous pouvons entendre. Commencez. Monsieur Doumbia, vous pouvez commencer. Bonjour, Madame le Président. Bonjour, Monsieur. Madame, Messieurs, honorables juges, je suis très heureux ce matin, en ce jour solennel, de porter la voix des victimes, ces nombreuses victimes qui restent rongées par la souffrance et qui nous entendent si loin, mais si proches. En faisant mienne l'ensemble des plaidoiries de mes très estimés frères, très brillants, je voudrais intervenir sur 3 points. D'abord, les échos terrain. Ensuite, les défis rencontrés par les représentants légaux des victimes dans l'exercice de leur mission en lien avec le processus de réparation. Enfin, la mise en œuvre de la procédure de réparation dans le contexte actuel malien.
Premier point donc, les échos du terrain que j'ai qualifiés également comme étant le cri de cœur des victimes. Les échos du terrain traduisent un sentiment positif et intense, doublé d'une demande pesante de la part des victimes. L'anecdote qui suit traduit clairement le cri de cœur des victimes en attente de l'audience d'aujourd'hui. Lors d'un entretien récent au sujet de la présente audience, une victime m'a dit ceci. Maître, croyez-vous qu'il sortira de ce procès quelque chose de potable pour les victimes? À la question ainsi posée, j'ai répondu par une autre question. Avez-vous de bonnes raisons de croire qu'il n'en sortira pas quelque chose de potable pour les victimes? Et il a répondu. Le fait est que nous avons trop souffert et souffrons toujours. Beaucoup de victimes de la mort et la peine pour demain. Nous espérons toujours et restons confiants que justice sera rendue aux victimes. Personnellement, j'ai juste besoin de recouvrer mon honneur et ma dignité d'humain en reprenant mes activités d'embauche bovine. Je ne veux plus être à la charge de quelqu'un. Une autre victime m'a dit ceci. Ce qui est fait est fait. L'occupant a sacrifié Tombouctou avec ses hommes, ses valeurs, son histoire, sa dignité, son présent et son futur. Tombouctou doit renaître de ses cendres, physiquement, moralement et tout le reste. Fin de citation. Ces mots traduisent dans une large mesure les aspirations et les attentes profondes des victimes. Elles entendent recouvrer d'abord et avant tout leur honneur et leur dignité en tant qu'êtres humains. Ceci passe d'abord par la réaffirmation solennelle par la justice internationale de leur qualité de victime de l'occupation de Tombouctou à partir de 2012, ce qui en soi constitue à leurs yeux une forme symbolique de réparation dont elles pourraient se réjouir dans leur ensemble. Qu'il s'agisse de victimes directes, de victimes indirectes, de victimes identifiées ou non identifiées. Viennent ensuite les autres formes de réparation possibles et imaginables. Maître Ncita en a fait un plan de résistance. Nous avons longuement discuté sur ces aspects. Je n'en reviendrai pas ici. Le deuxième point abordé
C'est les défis rencontrés par les représentants légaux dans l'exercice de leur mission en lien avec le processus de réparation. Au nombre de ces défis, nous présentons seulement deux. Les restrictions liées à la situation d'insécurité qui n'a pas permis d'effectuer nos missions souhaitées et l'épargnement de la masse des victimes sur toute l'étendue du territoire et ailleurs. D'abord, les restrictions liées à la situation d'insécurité qui n'a pas permis d'effectuer nos missions demandées. À titre d'illustration, nous notons qu'à Tombouctou, l'accès aux victimes par les représentants légaux n'a pas été à hauteur de souhait. Trop peu de minutes ont pu s'y faire. En Mauritanie, là où il y a une forte concentration de communautés venant de Tombouctou qui vivent dans les camps de réfugiés et ailleurs dans le pays, l'accès aux victimes n'a pas été possible à cause des restrictions de dernière minute imposées par les autorités en charge de la sécurité dans ce pays, ce malgré l'implication forte du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au Niger, là où la concentration des ressortissants de Tombouctou, victimes de l'occupation, n'est pas moins importante, la seule mission autorisée a pu être exécutée dans des conditions extrêmes d'obtention de visas et même d'accès aux victimes. Ensuite, l'éparpillement de masse des victimes sur toute l'étendue du territoire. L'éparpillement des victimes à travers toutes les régions du Mali, mais aussi dans d'autres pays, s'est imposé aux représentants légaux des victimes comme un goulot d'étranglement. Il n'a pas permis d'identifier le maximum de victimes. Les victimes enregistrées par les représentants légaux des victimes sont bien plus nombreuses que celles dont la demande de participation a été soumise à la Chambre de première instance et acceptée par celle-ci. Le nombre de victimes directes reconnues, 49, par la Chambre, est insignifiant par rapport à celui des victimes directes répertoriées par les représentants légaux des victimes et par rapport à toutes celles qui n'ont jamais été identifiées. Le jugement de la Chambre en date du 26 juin 2024 a déclaré M. Al-Hassan coupable de 8 chefs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La Chambre a aussi reconnu la qualité de victime de persécution à toute la population vivant à Tombouctou à l'époque de la commission des crimes retenue M. Al-Hassan. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir comment réparer tant de préjudices subis par autant de personnes de Tombouctou.
Ces questions ont été discutées à de multiples occasions et dans des écritures, et nous prions la Chambre de s'y rapporter utilement. Il convient de créer à nouveau ces défis pour que l'ordonnance de la Chambre sur les réparations en tienne compte quant à la définition de l'étendue et des modalités de réparation. Troisième point, la mise en œuvre de la procédure de réparation dans le contexte actuel du Mali. Il s'agit d'une question sensible. Nul n'ignore aujourd'hui que le contexte actuel se caractérise par beaucoup de menaces. Il s'agit de la recrudescence d'attaques terroristes sur l'étendue du territoire du Mali. Sur ce point, je n'apprends rien à personne ici parce que je suis au Mali, mais parce que le monde est aujourd'hui ouvert et que tout le monde sait. Actuellement, ce n'est pas exagéré de dire qu'aucune localité d'est en ouest, du sud au nord, n'est véritablement à l'abri des attaques terroristes au Mali. Il en résulte une complexification de l'accès aux victimes tout au long du processus de réparation. Les représentants légaux soumettent cette question à la réflexion pour qu'il en soit tenu compte dans la prise de décision et la mise en œuvre des réparations. Deuxième situation, il y a également la perspective d'un retrait des pays de l'AES du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les représentants des groupes ont appris sur les médias comme que les pays de l'AES se préparent à se retirer de la CPI pour créer une juridiction sahélienne. Il peut paraître prématuré d'évoquer un fait comme celui-là, et pourtant, si cela devait arriver, cela pourrait avoir un impact sur l'évolution du processus de réparation. Il n'est pas inintéressant d'en parler d'ores et déjà à ce stade actuel de l'évolution de l'affaire Hassan. Pour autant, un tel retrait ne devrait pas avoir pour effet d'impacter la procédure de réparation. On pourrait par exemple imaginer un système de monitoring rapproché
entre les deux systèmes judiciaires de manière à assurer le plan de mise en œuvre adopté de manière que le plan de mise en œuvre adopté conserve une souplesse et une adaptabilité suffisante pour pouvoir réagir de façon appropriée à cet événement. Madame le Président, Mesdames les juges, je voudrais m'en arrêter en réitérant encore une fois que les victimes que nous représentons attendent beaucoup. Ils attendent beaucoup de vous parce qu'aujourd'hui, ils attendent tout simplement d'être réhabilités. La réhabilitation peut se faire par des mots, par le verbe. La réhabilitation peut se faire en argent. La réhabilitation peut se faire par la manifestation du bon vivre ensemble, comme c'était le cas d'un temps. Et aujourd'hui, les représentants des victimes soumettent ces préoccupations, ces inquiétudes, ces attentes pour que l'ordonnance que vous allez prendre sur les réparations puisse prendre en compte l'ensemble de ces aspects. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia. And I understand that concludes the submissions of the legal representatives of victims. And thank you very much for adhering to the time frame. We will now, at this juncture, we're a few minutes early, but we will take the morning break, and we'll return to commence with the Office of the Public Office for Victims after the break. Thank you very much. We'll reconvene at 11:30. All rise, veuillez vous lever.